Fidèles téléspectateurs de Ondou TV, nous sommes une fois de plus sur votre émission Jeunesse Move, chaque vendredi sur Ondou TV. Et cette fois-ci, nous sommes avec deux jeunes responsables des universités de Bamako, des universités très reconnues par rapport au statut des universités. Nous sommes avec des personnalités pour parler et discuter sur le thème de l'éducation, des systèmes éducatifs. À savoir, à ma gauche, vous avez Toumani Sissoko, DED en marketing à l'INTEC-SUP, ex-président de l'université, aussi président actuel du CNEP, la coordination nationale des établissements universitaires privés de Bamako. Aussi, à ma droite, vous avez M. Abdoulaye Koulibaly, le secrétaire général du CUP, qui est aussi la coordination des universités privées de Bamako. Aussi, il est le président actuel des Technolab ISTA. Bonsoir, messieurs, et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, Djibril. Bonsoir. Comment tu vas? Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Donc maintenant, comme vous le savez, nous allons discuter du thème du système éducatif malien. Je vais tantôt commencer à ma droite avec M. Abdoulaye Koulibaly par la question suivante. M. Koulibaly. Oui, Djibril. L'éducation, c'est, enfin, pour ma part, selon moi, bien sûr, l'éducation, c'est l'ensemble des pratiques, des systèmes mis en place afin de mieux préparer un enfant ou bien un individu à un avenir radieux. Je dirais bien, il y a ces pratiques, des théories, des matières qui vont avec dans l'ensemble sa formation, qui vont dans le sens de sa formation pour un avenir meilleur, je dirais bien. Et quand on parle d'éducation, il y en a qui sont plus dans le sens de l'éducation scolaire. L'éducation n'est pas seulement scolaire. Quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement que le scolaire. Il y a aussi la famille qui intervient dans l'éducation. Et à défaut de la famille également, il y a aussi la rue qui intervient dans l'éducation. Quand bien même l'école vient pour couronner tout cela. Et force est de constater que l'école maintenant n'est pas très apte à la bonne éducation de nos enfants. Enfin, des enfants, des frères et sœurs, des petits frères et même de nous, bien sûr. Voilà. Retournons la question à M. Sissoko, oui. Le président actuel du CNEP. De la SNOP. Oui, juste une petite correction. Je ne suis pas l'ex-président de l'INTEC. J'ai été dans le bureau des étudiants de l'INTEC et j'ai été candidat à l'élection du président du bureau des étudiants et j'ai été vice-président. Et je suis l'actuel président de la coordination nationale d'étudiants de l'université privée du Mali, SNOP. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier pour l'invitation, car ça me va droit au cœur. Et la question est la suivante, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que l'éducation. Alors, selon la toupie, l'éducation, c'est l'action de développer des connaissances et des valeurs morales, physiques, intellectuelles et scientifiques, considérées essentiellement comme des attributs qui puissent donner à l'individu des aptitudes pouvant lui servir à ne dépendre de qui que ce soit. Alors, comme l'a si bien dit mon homologue président, l'éducation, il faut le voir, il faut le dire, ce n'est pas que l'école, mais aussi et surtout la famille. Bien sûr. Oui. Et l'intervention, il faut le dire, des maîtres ne doivent pas se substituer à celle de la famille. Et il faut que les deux aillent ensemble et se compléter pour bien éduquer un enfant, bien éduquer les jeunes que nous sommes. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur votre émission Jeunesse Move. En fait, nous venons de voir vraiment la définition stricte de l'éducation selon nos invités sur le plateau. Et maintenant, nous allons les paraffer avec la seconde question qui est quel rôle joue l'éducation dans ce pays, M. Sissoko? Alors, le rôle de l'éducation, il faut savoir, il est très important. Et Nelson Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante
qui permet à un État de se développer. Et l'éducation, il faut le dire, ça permet à l'individu de se former, de se préparer au monde professionnel, d'acquérir des connaissances et enfin de l'inculquer des valeurs qui puissent lui permettre de mieux faire face aux problèmes auxquels il fera face. Et partant de ce postulat, une fois l'individu formé, une fois qu'il a acquis une certaine connaissance, pourra mieux se défendre et aussi contribuer au développement de sa nation et de notre nation, le Mali. Merci. Ok, monsieur Koulibaly. Ok. La question c'est quel est le rôle de l'éducation au Mali? Ok. Cela me fait penser à un adage qui a été dit par un libre penseur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que l'éducation est une clé qui ouvre toutes les portes, bien sûr. Et cela me fait également penser, quand on parle d'éducation, bien sûr, on parle d'instruction et tout ça. Cela me fait également penser à la toute première sourate dans le Coran. C'est quoi? C'est sourate al-Iqra, Kalan. Il faut chercher à comprendre, il faut chercher à savoir. Ani Ika Kalan. C'est un truc comme ça. Pour ne pas dire que l'éducation, c'est la base de toute humanité humaine. Toute humanité humaine est fondée d'abord sur l'éducation, la recherche, la compréhension d'abord. Tout cela rentre dans le cadre de l'éducation. L'éducation, je l'avais dit tantôt, ce n'est pas seulement que l'école ni la famille, des trucs comme ça. Il y a la rue qui peut contribuer. On n'est rien sans éducation en fait. On n'a absolument rien sans éducation. Je crois bien que l'une des raisons entre l'humanité et l'animalité, c'est l'éducation. Parce qu'on cherche à être éduqué, dans le bon sens bien sûr. On cherche à être éduqué et à essayer d'être une personne meilleure qu'on était avant. Essayer d'apporter sa petite pierre à l'édification nationale. Quand on prend un État par exemple, les trois piliers du développement d'un État, c'est quoi? Il y a l'éducation, il y a la santé d'abord et il y a la nutrition. Donc l'éducation, c'est vraiment pas à négliger, franchement. C'est primordial, je dirais bien. Et à voir qu'ici au Mali, l'éducation, ça ne va pas. Franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Je continue avec vous. Ah oui. Vous venez d'évoquer maintenant la situation du système éducatif malien. Bien sûr. Donc maintenant, moi je vous laisse continuer par rapport au problème qu'a ce système. Le problème qu'a ce système. D'accord. Je vais revenir un peu en arrière. Essayer de jeter un coup d'œil aux grandes réformes qu'a eu à faire le système éducatif malien. Tout a commencé en 1962. C'était avec Modibo Keïta, la première réforme du Mali, parce qu'il y avait un problème qui est là. Les cadres supérieurs étaient extrêmement peu. Il y avait peu de cadres supérieurs, et dans l'armée et dans la vie civile. L'éducation n'était vraiment pas à la hauteur du développement qu'avait souhaité le régime. Du coup, il fallait apporter un système qui va dans ce sens. Du coup, essayer même de décoloniser les esprits. Parce qu'après le système éducatif que nous avaient apporté nos colonisateurs, il y avait Faidherbe, je crois, c'était aux environs de Caille et Saint-Louis. Donc, la réforme visait tout simplement à éviter tout cela. Donc, raison pour laquelle la première réforme a vu le jour en octobre 1962, c'était pour apporter des solutions. Le problème, il était là. À peu près 88% de Maliens n'étaient pas instruits, ne savaient ni lire ni écrire. Il y avait vraiment insuffisance de cadres supérieurs, donc il fallait apporter un système. Ils ont apporté le système, tout le monde, c'était bien beau, c'était joli à voir. Mais dans le temps, le système a montré ses défaillances. Pourquoi? Parce que les enseignants eux-mêmes d'abord avaient besoin de formation. Et les formations qu'ils donnaient aux enfants n'étaient pas adaptées aux réalités du terrain. Du coup, il fallait revoir ça encore. Bon, c'est à la suite de cela qu'il y a aussi eu un autre problème qui était là. Je dirais bien la surpopulation, la démographie, bien sûr. La démographie, c'est un impact vraiment néfaste pour la bonne éducation du Mali. Il y avait la surpopulation. Dans les classes, bien sûr, les classes étaient plutôt plutoniques, quoi. Donc, on ne pouvait pas donner un enseignement de qualité à ces enfants-là, qui avaient faim, qui partaient à l'école. Il y en a qui partaient à l'école, qui marchaient des kilomètres avant d'aller à l'école, qui mangeaient peut-être pas le matin pour aller à l'école. Donc, ça ne pouvait pas passer, quoi. Ils ne pouvaient même pas capter. Du coup, il y a eu ce problème qui est là. Plus tard,
cette réforme a montré rapidement ses faiblesses et on est allé dans un autre sens. La nouvelle école fondamentale, c'est dans ce sens qu'a vu le jour pratiquement une nouvelle restructuration du système éducatif malien. C'est là qu'il y a eu l'apparition de l'école, de l'enseignement fondamental d'abord, de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement technique et professionnel, de l'enseignement normal ou bien l'alphabétisation. C'est avec ce système que beaucoup d'enfants ont eu la chance d'aller à l'école. Ceux qui avaient l'âge scolaire, bien sûr, ils ont eu la chance d'aller à l'école. Et ces enfants qui avaient l'âge dépassé, ils ont suivi des systèmes d'alphabétisation afin de pouvoir lire et écrire. C'était vraiment très bien, mais ça ne pouvait toujours pas marcher, malheureusement. Vous permettez que M. Sissoko continue là. Il n'y a pas de souci, volontiers. Oui, et je pense que, sinon je crois que mon collègue ici présent, il a évoqué les points essentiels. Alors, il faut savoir que ce système aujourd'hui a des failles. Notre pays vit une époque où justement force est de constater que le système éducatif malien a des défauts. Bien sûr. Et ces défauts, on peut les constater à travers pas mal d'aspects. Nous avons une éducation des formations par rapport aux besoins du marché de l'emploi, qui est un problème. Et nous avons aussi la non-formation continue des formateurs et aussi l'éducation, il faut le dire, je l'ai dit tantôt, l'éducation ce n'est pas que l'école, c'est aussi la famille. Alors nous voyons que les parents aussi ont démissionné. Alors pour ce qui est de l'inadéquation de nos programmes de formation par rapport au marché de l'emploi, c'est palpable. Aujourd'hui, l'école malienne est structurée de telle sorte que nous ne formons pas pour travailler dans le secteur privé, mais le système éducatif est là pour former et pour être fonctionnaire dans l'État. Alors que nous savons aujourd'hui que l'État ne peut employer tout le monde. Tout le monde ne peut être dans la fonction publique, et c'est indéniable. Alors, au-delà de ça, pour ce qui est de la non-formation des formateurs, nos formateurs aujourd'hui ont aussi besoin d'être formés. Alors, car les enjeux ont évolué, il faut le dire. Oui, c'est indéniable. Et aussi, les formateurs, ils ont beau, c'est vrai, ils n'ont pas, le mot m'échappe. Il ne donne pas ce qu'il faut, pas totalement, mais le peu aussi qu'il donne, l'étudiant ou sinon l'élève, une fois à la maison, n'arrive pas à être suivi par les parents. C'est là la démission des parents. Insuffisant. Justement. Et c'est ce qui fait perdre globalement à l'éducation sa vocation, qui est de former des bons patriotes, qui est de former des jeunes pour être l'espoir non seulement de leur famille respective, mais aussi de toute une nation. Alors je pense que partant de ce postulat, nous pouvons constater ici que oui, le système éducatif malien a des défauts. Oui. Pour apporter une petite contribution à ce que Toumani vient de dire, il y a un autre aspect du système éducatif que je plains personnellement depuis sa mise en valeur, depuis son élaboration, que je plains également. C'est quoi? C'est l'éducation en langue nationale. Franchement, ça ne va pas du tout. Justement. Ils apprennent nos petits frères, nos petites sœurs à parler bambara en classe, à s'appliquer. Le français n'est qu'une langue vivante. Une langue vivante d'eux. Ils ne font pas le français en tant que langue principale au fait. Ce n'est que le bambara. De la première année à la 6e année ou bien jusqu'à la 9e année, ils n'étudient que le bambara. Franchement, je ne prône pas d'outils ce système au fait. On n'a pas besoin de ça au fait. Et on n'a vraiment pas besoin de ça. Là, maintenant, on n'a pas besoin de ça. Et avec le monde est en train de changer. Il faut nécessairement changer avec le monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec le bambara? Où est-ce que ça va nous apporter? Et puis, je jette un coup d'œil également au coût. Combien est-ce que ça va nous rapporter? Parce qu'il va falloir modifier pratiquement nos manuels scolaires en bambara. Combien est-ce que ça va coûter au gouvernement? Combien est-ce que ça va le coûter? Franchement, je déplore cela. Et puis, même en cas de concours, peut-être avec des concours avec peut-être la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée, nos enfants,
qui ne comprennent pas français, qui ne savent pas bien s'exprimer en français, comment est-ce qu'ils vont aller participer à ces concours, peut-être concours de l'UEMOA ou bien concours de la francophonie, des trucs comme ça. Franchement, ça ne va pas du tout. Vu la langue nationale, les langues nationales sont peu parlées internationalement, pour ne pas dire pas parler internationalement. Le français même a tendance à disparaître. La francophonie est en train de perdre la place au profit des anglophones, de l'anglais. Donc, et si nous, on est en train de reculer pour aller parler bambara, où est-ce qu'on va aller avec ça? Oui, oui, et c'est juste pour un peu appuyer ses propos. Il a dit, aujourd'hui, le bambara, certes, c'est une langue nationale, il faut le dire, c'est une langue nationale et il faut la valoriser. Mais il ne faut pas quand même qu'on mette trop l'accent sur cette langue-là. Parce qu'il a dit, à l'étranger, on n'a pas besoin de bambara. Pour faire un entretien ici au Mali, on doit parler bambara? Jamais. En Côte d'Ivoire tout près, on doit parler bambara? Non. Au Sénégal? Pas du tout. On doit parler bambara? Alors, je pense qu'il faudrait vraiment que nos autorités revoient ce côté. Il faut vraiment qu'ils revoient ces côtés. Et lorsque je disais aussi que les formateurs ne sont pas bien formés et qu'ils ne donnent pas assez aux étudiants, loin de moi de vouloir généraliser la chose, car de mon mémoire, il y a pas mal d'enseignants de fondamental du lycée et de l'université que je connais et qui excellent, qui donnent des cours très bien. Et de passage, je fais un coup d'œil à mon professeur, M. Dambélé Khalid, professeur en économie, M. Mokhtar Komé, professeur en droit, et aussi mon père, Mohamedou Sissoko, qui m'a aussi enseigné lorsque j'étais au primaire. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il faudrait vraiment qu'on revoie à cet aspect. Oui. Nous allons continuer, parce que vous venez d'évoquer tout de suite le problème, surtout du système. Et pas que ça. Pas que ça. Non, il y a aussi des autres problèmes. Je vous laisse continuer. Okay, non, allez-y, volontiers. Bien sûr, on est là pour discuter. Ok. En plus de cela aussi, il y a tout un autre plan que je plains. C'est quoi? Les enseignants. Parce que l'école forme les universités, l'école forme des jeunes Maliens et tout ça, et qui vont dans la rue comme ça, sans déboucher ni rien. Et il me semble qu'il fut un moment où les gens remettaient en cause la valabilité du diplôme même que donnaient nos facultés étatiques. Il y en a même qui se demandaient que les diplômes n'étaient même pas, les diplômes de l'État ne sont pas reconnus par l'État lui-même. Franchement, je ne comprenais pas du tout cela. Bon, nos étudiants, nos malheureux étudiants, je dirais bien, nos malheureux diplômés, ils vont à la maison comme ça, ils plaient les diplômes et ils vont les garder à la maison. Ça ne travaille pas. Et je pense que ce problème-là a poussé bon nombre de jeunes à l'entrepreneuriat. Mais pas que ça. Il y a aussi ces jeunes qui, pour essayer d'être actifs dans la société, ils vont soit faire des concours pour être militaire ou bien peut-être tenter l'IFM, essayer d'être un enseignant ou bien un professeur dans les jours à venir. Sans l'amour, mais juste pour avoir un petit quelque chose, juste pour apporter quelque chose à la famille. Donc ils vont... Ça fait partie des problèmes. Ça fait partie des problèmes, bien sûr. Ils vont comme ça et l'État les forme également en ce sens. L'État les forme et les déverse comme ça. Ils vont... Par exemple, ils vont se faire embaucher par des écoles privées qui sont en train de pousser partout à Bamako comme des champignons. Franchement, là-bas aussi, ça ne va pas également. Pratiquement, pour ne pas dire que le problème, il est partout. Les enseignants, ils ne sont pas très bien formés. Il y a aussi des enseignants qui peinent même à parler le bon français. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à nos enfants? Ils ne connaissent que les matières qu'ils ont apprises à l'IFM. Tu vois, ils vont comme ça, sans amour du métier. Ils essaient juste de finir le programme et avoir leur salaire en fin du mois, sinon pas pour cultiver l'excellence dans le milieu scolaire, quoi. Franchement, c'est un milieu aussi qu'il faut vraiment revoir ça, en toute sincérité. Et je pense qu'il a évoqué, et il faut vraiment revoir cet aspect-là. Voilà. Le métier par vocation. Par vocation. Il ne faut pas que l'on enseigne parce que l'on veut vivre, mais il faut qu'on vive pour enseigner. Oui, il faut le dire. Il faut que ce métier-là, qui est l'enseignement, puisse être davantage le créneau pour nous les jeunes. Bien sûr. De nous valoriser. Nous les jeunes, de nous démarquer des autres jeunes des pays de la sous-région. Et je pense que si on parvient à faire cela, on pourra valablement relever les défis.
Et c'est pas pour dire que je parle trop, mais je vais revenir encore sur notre problème qui est là. Non, il faut que l'école soit vraiment un cadre convivial pour l'éducation. Il faut que l'école elle-même attire les écoliers. Il faut que l'école attire les élèves. En ce sens, il y a des écoles que tu vois à Bamako, des écoles sous forme de villas, des écoles en bambou qui sont à maison inachevées, qui ne sont même pas crépies, manque de table-banc, des écoles qui n'ont même pas de porte ni de fenêtre. Mais les enfants, ils vont à l'école comme ça pour quitter la maison parce que les parents les disent. Alors maintenant, va à l'école. Selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire concrètement? Exactement, oui. Exactement. Qu'est-ce que l'État doit faire concrètement? D'abord, avant d'arriver à l'aspect des écoles privées, je vais directement du côté même de l'État. La première responsabilité de l'État, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte pratiquement à tout le monde. C'est de rendre l'école plus conviviale, plus attirant aux écoliers. Okay. D'abord, il y a la sélection des enseignants également. Il faut beaucoup mettre l'accent là-dessus. Il faut documenter les écoles. Il y a de ces écoles qui n'ont... Avant tout cela également, Toumani, si tu le permets, les classes plutoniques, il faut vraiment revoir ça. Depuis au temps de Modibo Keïta, les classes sont plutoniques. Jusque-là, les classes sont plutoniques. On ne peut pas donner un enseignement de qualité à des enfants qui sont peut-être plus de 100 en classe. On a vraiment dépassé ce niveau. Justement. Là, tout de suite, on est en 2020. Donc, ces vieilles habitudes de 1970, 1980 ne peuvent toujours pas persister jusque-là, quoi. On doit vraiment finir avec ça. La qualité de l'éducation, l'État doit mettre vraiment un accent sur l'éducation, comme quoi les enseignants. Donc il ne faut pas, Toumani l'a dit tantôt, il ne faut pas être enseignant juste pour avoir un salaire en fin de mois. Il faut l'être par vocation. On a dit ces camarades, des camarades en classe qui, depuis le bas âge, ont l'amour même du métier. Ils veulent être enseignants. Même quand tu le vois, les profs les interrogent et les envoient au tableau, tu le vois directement que ce gars, il veut être enseignant. Il a l'amour même de l'acquérir, il a l'amour d'écrire au tableau. Mais bon, peut-être avec les coups bas de la vie, il n'arrive pas à l'être. Mais avec un gars qui a eu son diplôme, qui ne sait quoi faire avec ses 10 doigts, il va faire le concours de l'IFM et directement, il sort comme étudiant. Enfin, comme enseignant, peut-être du second cycle ou du premier cycle. En tout cas, c'est juste pour avoir un salaire, il n'y a pas de vocation. Du coup, ce dernier ne peut absolument rien apprendre à l'écolier si ce n'est pas que ce qu'il a appris à l'IFM. Sinon, l'amour même de la patrie, le patriotisme, l'honnêteté, ça doit d'abord commencer à l'école avant d'aller peut-être dans la rue ou en famille. L'école doit modeler l'écolier même. Et le gouvernement doit vraiment mettre un accent sur ça. Quand on parle de violence scolaire, violence dans le milieu universitaire, violence à l'école, de trucs comme ça, c'est pas pour piétiner l'AIM, non, pas du tout, mais je le dis en tant que tel, la violence, je pense que la source même du violence, de la violence, ça commence d'abord à l'école. Parce qu'il y a trop de laisser aller à l'école. Les enseignants sont là comme ça, l'administration est là comme ça, ça ne va pas. D'accord. Oui, la question c'est... Quelles sont vos solutions que l'État doit vraiment apporter à ces systèmes-là? Oui, il faut savoir tout d'abord que c'est vrai, l'État a sa part de responsabilité dans ce problème-là, mais il faut aussi savoir que il y a une partie de ce problème du moins qui nous incombe à nous les jeunes, à nous les apprenants. Et je l'ai dit tantôt, l'État ne peut pas employer tout le monde. Tout le monde ne peut pas être dans la fonction publique. Alors, d'où l'intérêt pour nous aujourd'hui de nous diriger vers le monde entrepreneurial. Et en cela, le doit changer le chemin de réflexion des jeunes. Les diriger vers des filières professionnalisantes. Je dis bien des filières professionnalisantes. Et quand je parle de filières professionnelles, nous voyons aujourd'hui qu'il y a ce problème de formation professionnelle. Alors, qui parle de formation professionnelle parle de la mécanique. Qui dit formation professionnelle parle de l'électricité. Alors, voici tant de filières. Autant de filières sur lesquelles on peut miser pour pouvoir développer, pour pouvoir créer de l'emploi. Et aussi, il faut vraiment un partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Et il faudrait vraiment que les responsables de ce système et les entreprises, car il faut le dire, il faut le souligner,
nous jeunes qui sommes diplômés, nous jeunes qui sommes à la porte de sortie des facs, ce sont les entreprises qui vont embaucher. Il faut vraiment que l'État mette l'accent sur la collaboration entre le secteur privé. Et en cela, je n'exclus pas la possibilité aujourd'hui d'une collaboration entre l'État et puis les entreprises. Car il faut le dire, nous qui sommes diplômés, nous qui tendons vers l'obtention de nos diplômes, il faut le dire, ce sont les entreprises qui vont embaucher. Et seules ces entreprises-là sont aptes à connaître les profils dont elles ont besoin. Alors, je pense que, justement, je crois que cette possibilité aujourd'hui, qui est la collaboration entre l'État et puis le secteur privé, est vivement salutaire. Et il faut qu'ils s'asseyent autour de la table, discuter des matières, des programmes à enseigner, de la maquette du syllabus, pour quel profil, pour quel résultat. Et j'en suis sûr à 100%, que si on arrive à faire cela, nous pourrions valablement relever les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réaction. Je rappelle que nous sommes toujours sur Jeunesse Move et c'est sur le thème le système éducatif malien. Maintenant, nous allons voir la réaction de M. Koulibaly qui va nous donner maintenant plus de détails par rapport aux grèves récentes qui sévissent vraiment la vie éducative malienne. Bien, des grèves qui secouent vraiment, je ne dirais pas qui sévissent, mais qui secouent vraiment le système éducatif malien. Mais avant de répondre à cette question, je vais plus ou moins appuyer ce que Toumani vient de dire, tout en essayant de situer les responsabilités du système éducatif malien. Donc, en situant ces responsabilités-là, l'être intelligent verra les solutions, bien sûr. Et au regard de cela, j'ai apporté avec moi un tout petit canevas de solutions à apporter. Déjà, c'est quoi? C'est la croissance démographique. La population malienne est en train d'accroître. Là, tout de suite, on a à peu près 20 millions d'habitants, mais il y a moins d'infrastructures scolaires, il y a moins d'enseignants qualifiés et la formation des enseignants, c'est vraiment médiocre. Donc, il faut plus d'infrastructures en conformité avec le nombre de la population qui ne cesse d'accroître. Franchement, on a vraiment besoin de ça. Il faut vraiment arrêter avec les classes plutoniques. Et en dépit de ça aussi, il faut l'évolution de l'enseignement avec la nouvelle technologie, pour ne pas dire avec l'évolution du monde. Ce que l'IFM enseigne à nos enseignants, je dirais bien que c'est une méthode archaïque. On a vraiment dépassé. Non, franchement, on a vraiment dépassé ça, quoi. Mais nous sommes tous dans le milieu scolaire. On sait comment est-ce que ça se passe, quoi. On a vraiment dépassé ça. On a vraiment dépassé ça. On va à l'école et on nous apprend peut-être, c'est pas pour très plein le système, mais on va à l'école où on nous apprend peut-être la Révolution française de 1789, ou bien c'est la bourgeoisie, le prolétariat, la classe tertiaire. Franchement, nos enfants n'ont pas besoin de ça. Ça ne leur apportera absolument rien, je dirais bien. Donc, il faut que le système éducatif évolue même avec le monde, quoi. Franchement, c'est archaïque. Il faut recruter plus d'enseignants, je l'ai dit. Il faut assurer également la formation continue des enseignants. En dépit de ça aussi, il faut saisir les écoles privées. Il faut les saisir. Il faut que la sélection des enseignants dans le milieu privé soit plus sélecte. Il faut vraiment mettre le point là-dessus. Il ne faut pas qu'à chaque regard, le regard tombe peut-être sur une école privée, des trucs comme ça. Franchement, c'est déplaisant. Ça ne donne même pas l'amour de l'éducation. Et il y a l'AIM également qui est là. Je dirais bien que l'AIM a failli à ses missions, mais je ne dirais pas cela, car peut-être qu'ils vont me rencontrer dans la rue là-bas. Non, je ne dirais pas ça. Et en fin de compte, ça, ce sont les grèves. Les grèves de l'AIM et des différents syndicats de l'enseignement supérieur. La grève est là. Depuis 2016, il y a eu un accord entre les bureaux syndicaux des enseignants et le gouvernement. Donc, ils ont parachevé un accord qui, jusque-là, n'a pas été satisfait. Donc, les enseignants ont déposé plusieurs préavis de grève. Je vais écouter à la radio précédemment. Ils ont déposé 16 préavis de grève depuis 2016 jusqu'à maintenant. Et ils vont en grève. Mais moi, je pense que le gouvernement, il s'en fout de ça. Les grèves ne font plus effet. Ça ne fait plus peur au gouvernement. En temps réel, le gouvernement n'a absolument rien à rendre compte. Le gouvernement
n'a pas de compte à rendre aux Maliens, mais plutôt à l'UNICEF, parce que c'est l'UNICEF qui finance l'éducation malienne jusqu'à hauteur de 9 milliards de francs CFA, selon mes recherches. Donc, chaque année. Donc, le gouvernement n'a à rendre compte qu'à l'UNICEF. Du coup, les grèves des enseignants, ça ne leur fait pas peur. Les enseignants ne vont pas à l'école, ça ne va pas, nos enfants, nos petits frères ne vont pas à l'école. Et qu'est-ce que le ministre vient et dit que, comme ça, quand les enseignants, on va les remplacer, bref, qu'on va les remplacer. Ils ont même lancé un avis de recrutement volontaire des enseignants. Et les enseignants ont eu à pomper ces nouveaux qui veulent être recrutés parce que ça n'aura pas de... C'est pas à long terme en fait, c'est juste pour les remplacer juste un moment. Et à quoi la suite? À quoi s'attendre? Au cas où la grève aura une solution, à quoi la suite? Donc ceux-là vont retourner au chômage. Et ces anciens-là sont en train de déstabiliser, pour ne pas de démoraliser ces enseignants, enfin ces nouveaux enseignants-là qui veulent intégrer le milieu, de ne pas les trahir. Parce que plus ou moins dans l'avenir, ils seront des enseignants comme leurs aînés, bien sûr. Donc ils essayent de les déstabiliser, de les démoraliser, afin de ne pas suivre le gouvernement dans ses plans. M. Sissoko de finir. Oui, avant d'aborder la réponse à cette question, je tiens à préciser, je suis l'actuel président de la coordination nationale d'étudiants des universités privées du Mali, SNOP. Et cette coordination a pour objectif de contribuer à l'avancement de l'éducation malienne à travers des activités récréatives et puis éducatives. Et en cela, je me dois aussi de souligner ce point-là. Vous savez, le Mali aujourd'hui, si l'on peut le considérer comme ça, a fait une superficie de 1 241 238 km². Alors, ça veut dire qu'on a de l'espace et que l'on doit beaucoup faire l'agriculture. Alors, et pourquoi ne pas aussi aller dans ce sens-là, mettre l'accent sur l'agriculture, et au lieu de mettre l'accent, d'orienter les étudiants vers des filières comme le droit, vers des filières comme la physique, vers des filières comme l'économie, même si quelque part l'agriculture fait partie de l'économie. Alors je pense qu'en cela, il faudrait vraiment que l'État voie ce point-là. L'État reconsidère ce secteur. Et au-delà de ça, la question qui est de savoir les grèves qui secouent le système éducatif malien. Alors, je dirais ceci. C'est vrai, cette situation, elle est là depuis 2016. Et jusque-là, on n'a pas de solution de sortie de crise. Alors, je fais cet appel. Il faudrait vraiment qu'il y ait de la concession de la part des enseignants, mais aussi de la part de l'État. Alors, c'est vrai, l'État a cette obligation de subvenir, de mettre ces enseignants-là dans de bonnes conditions de travail. Mais il ne faut pas ignorer le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation de sécurité. Notre pays est confronté à une situation de sécurité aujourd'hui. Alors, il faut vraiment revoir cet aspect et que oui, l'État, certes, doit obligatoirement mettre dans les bonnes conditions de travail ses enseignants, mais il faut vraiment que ces enseignants aussi fassent des concessions, qu'ils reconsidèrent leur position, qu'ils ne regardent pas ce que l'État fait, mais plutôt les enfants maliens. Ça peut être des frères pour eux, ça peut être des enfants pour eux, des fils pour eux. Alors, il faut vraiment que ces enseignants-là reconsidèrent leur posture, de rejoindre l'idée selon laquelle le Mali est un pays, un et indivisible. Et quand on est ensemble, on peut valablement relever les défis. Alors, je fais appel à nos enseignants de reconsidérer leur position. Chers téléspectateurs, nous venons à terme de cette émission et nous aurons également une fois de plus le choix, l'occasion de rebondir sur le système éducatif malien. Vu qu'aujourd'hui nous étions avec deux responsables qui n'en avaient pas fini du tout avec les rédactions, mais nous aurons à maintes reprises
le choix et l'occasion de rebondir sur cette question-là. Donc j'invite cependant tous les présidents des universités privées ou publiques de Bamako, s'ils souhaitent participer à cette émission, qu'ils nous contactent sur les numéros 79 91 93 17 ou puissent nous rejoindre également à Ondou TV, voir en bas de l'écran les numéros qui s'affichent pour pouvoir participer à cette émission purement et 100% jeune. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Jeunes du Mali, bats-toi pour l'avenir de ton pays. Au revoir et à la prochaine. Merci.